je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, hein, c'est le jour théoriquement de clôture de la COP. Hein, c'est théorique, hein, parce que souvent ça se rallonge un peu à la fin de la négociation. Et vous avez cité Jean Jouzel. Hein, j'étais avec Jean hier soir, hein, dans une émission de télé. Là, c'est ce soir. Bon. Et effectivement, vous voyez que ça ne se passe pas exactement comme on voudrait. Euh, euh, les climatologues et les scientifiques qui sont dans le GIEC. Vous parlez de centrer mon exposé sur la COP, mais on va rapidement, vous allez voir, mieux comprendre qu'est-ce qui bloque à la COP. Alors, l'intitulé de la conférence, hein, c'est Carbone fossile, carbone vivant. Hein, je reprends le titre de mon bouquin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je dis tout de suite que bon, les profs de fac sont souvent assez bavards, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre hein, si ce que je dis soit un peu bizarre, sauf si vous avez des velléités d'animer la discussion. Moi, je suis plus venu ici là, dans une optique d'échange hein, que de faire un exposé ex cathedra. Voilà. Alors, vous avez évoqué le terme de neutralité. Bon, ce que nous disent les scientifiques du GIEC sur le réchauffement, il y a toujours un élément de base auquel il faut revenir, c'est que ce qui réchauffe la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre hein, qui s'accumule au-dessus de nos têtes. Hein. Donc, ce n'est pas le flux annuel hein, des émissions, mais c'est le stock hein, qu'il va falloir maîtriser. Tant que le stock de gaz à effet de serre s'élargit, le réchauffement se poursuit et lorsqu'on aura stabilisé le stock de gaz à effet de serre, on pourra arrêter le réchauffement. Éventuellement, si on arrive à réduire ce stock, on pourra faire baisser la température moyennement. Donc, pour reprendre le contrôle sur le climat, il faut effectivement arriver à cette stabilisation du stock, ce qu'on appelle la neutralité climat. C'est quoi la neutralité climat? C'est la situation dans laquelle nous serons parvenus lorsque nous aurons ramené le niveau brut de nos émissions de gaz à effet de serre à la capacité d'absorption des gaz en fin de vie, hein, soit par les puits de carbone pour le CO2, soit par l'extinction physico-chimique pour les gaz hors CO2. Alors, pour arriver à cette neutralité, et moi je préfère le terme neutralité climat au terme de neutralité carbone, car souvent le terme neutralité carbone est un petit peu dévoyé. Hein. On se paye une neutralité carbone hein, en compensant par exemple son voyage. Bon. Non, la neutralité climat, c'est bien tel que le définit le GIEC, la situation où on stabilise le stock de gaz à effet de serre en ramenant les émissions brutes à la capacité d'absorption des gaz à effet de serre en fin de vie pour les gaz hors CO2 ou par la captation du carbone pour le CO2. Alors, ça, c'est un peu, tant qu'on a dit ça, on a rappelé les bases hein, que nous rappellent les scientifiques du GIEC, mais qu'est-ce que ça implique pour nos sociétés? Atteindre la neutralité carbone, ça implique deux grandes transformations que j'appelle des transformations majeures hein, de la société. Le premier concerne le carbone fossile. Carbone fossile, c'est assez simple aujourd'hui, charbon, pétrole et gaz, trois produits sont à l'origine de 70% des émissions brutes de gaz à effet de serre. Tant qu'on... Il est dedans. Le méthane, alors, pour être plus précis, hein, le méthane a trois sources d'émissions principales. La première source, c'est les systèmes agricoles, avec, en fin de vie, le stockage des déchets organiques, hein, qui est la fin de vie du cycle. Le deuxième, ce sont les fuites de l'industrie pétrogazière, hein, principalement le gaz, et puis les mines de charbon. Et vous avez une troisième série de rejets de méthane qui sont les rejets naturels. Les rejets naturels par essentiellement la décomposition des matières organiques dans les milieux humides. À la COP 28, on a effectivement pris des engagements sur la seule composante des rejets de méthane par l'industrie des fossiles. Mais on n'a pas pris de rejet sur les méthanes d'origine agricole qui sont plutôt dans le compartiment carbone vivant, qui sont la première source de méthane. Puisqu'on est parti sur le méthane, on va terminer sur le méthane. Hein. Alors, ce qui est très important sur le méthane, c'est que le pouvoir de réchauffement du méthane sur 100 ans est 30 fois celui du CO2. Et le méthane a une durée de vie qui est relativement courte, hein, puisque ça reste en moyenne 12 ans dans l'atmosphère. Donc si on réduit très vite les émissions de méthane, on a un impact plus rapide
sur le stock que si on réduit les émissions de CO2. C'est pourquoi l'action sur le méthane est l'une des actions qui rapporte le plus à court terme sur le stock. Voilà, donc je reviens à la présentation. Carbone fossile, c'est 70% des émissions mondiales, principalement du CO2, mais c'est aussi les rejets de méthane hein, de l'industrie gazière et du charbon. Donc, évidemment, si on n'opère pas cette grande transformation du système énergétique, on appelle la transition énergétique, mais le terme transition est un peu trompeur, ce n'est pas une transition, c'est vraiment une transformation. Mais ça, c'est l'une des deux transformations. La deuxième transformation qu'il faut opérer, ça concerne non pas le carbone fossile, mais le carbone vivant. Le carbone fossile a été du carbone vivant il y a très longtemps, puis il s'est fossilisé, il est devenu ce concentré d'énergie qu'on rejette tout de suite dans l'atmosphère. Le carbone vivant, c'est celui qui est capté par les plantes et qui alimente toutes les chaînes organiques et qui permet la nourriture, l'alimentation, etc. La façon dont on traite le carbone vivant aujourd'hui, c'est un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour partie des émissions des systèmes agricoles, puisque les systèmes agricoles, là je ne parle pas des émissions qui sont liées à l'usage des énergies fossiles par les agriculteurs, mais l'impact des systèmes agricoles sur le milieu naturel. C'est principalement le protoxyde d'azote qui est lié à la fertilisation azotée, et puis les émissions de méthane qui viennent soit de la riziculture, soit de l'élevage des ruminants. Et puis vous avez évidemment là-dedans tout ce qui est lié au fonctionnement des puits de carbone. Ce qu'on appelle les puits de carbone en climatologie, c'est la capacité du milieu naturel à absorber le CO2. Bon, il y a deux grands puits de carbone, l'océan et les forêts principalement. C'est plus large que les forêts, c'est le couvert végétal, la biosphère. Ces puits de carbone sont également affaiblis par certaines empreintes anthropiques, notamment la déforestation. Vous voyez que c'est bien donc deux transformations qu'il faut opérer, et je pense, c'est l'une des thèses de mon ouvrage, que à mesure qu'on va avancer sur le carbone fossile, où là la transition est déjà plus claire, on va se rendre compte que la question du vivant est probablement l'une des plus complexes à long terme. Sur le plan économique, ce n'est pas exactement les mêmes instruments qu'il faut mettre en place. Pour le carbone fossile, la modélisation est assez simple. Il y a trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, dont il faut retirer le plus rapidement possible le poids dans le système énergétique. Hein. Donc c'est vraiment une logique. Il faut désinvestir des énergies fossiles pour investir dans d'autres énergies décarbonées. Pour le carbone vivant, ce n'est pas ce double mouvement d'investir, désinvestir, c'est plutôt du réinvestissement dans la diversité du vivant. Les techniques qui permettent de mieux capter du CO2 grâce aux forêts, grâce aux océans, les techniques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre spécifiques à l'agriculture sont plus des techniques qui passent par l'utilisation de la diversité du vivant pour le préserver et pour produire plus de produits agricoles de façon intensive, mais en utilisant la biodiversité et en cessant de la détruire. Donc, on va rentrer plus dans le détail sur chacune de ces deux transformations. Les transitions énergétiques, c'est un changement fondamental de logiciel. Nous sommes dans des transitions énergétiques depuis un siècle et demi, hein, depuis l'arrivée de la machine à vapeur et du charbon, etc. Mais nous sommes dans des transitions énergétiques qui fonctionnent sur un mode additif. C'est-à-dire que depuis un siècle et demi, on ajoute les sources d'énergie les unes aux autres. Et du coup, on a explosé hein, la consommation d'énergie dans le monde. Hein. Bon, ça a été multiplié par plus de 8 hein, sur les 100 dernières années. Bon. Et vous voyez l'impact sur les émissions de CO2 d'origine énergétique, hein, ben, c'est qu'on on empile les sources carbonées et on accroît les émissions de carbone d'origine fossile dans l'atmosphère. Qu'est-ce que nous dit le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat? Eh bien, si on veut redescendre à des niveaux qui maintiennent le réchauffement en dessous de 1,5 degré, il faut passer de cette logique de l'addition à une logique de soustraction. Et là, vous avez à droite, là, c'est plus la tendance historique, c'est les différents scénarios du GIEC qui conduisent à un réchauffement qui est limité à 1,5 degré. Et vous voyez combien c'est radical par rapport à ce que nous vivons. Il faut effectivement complètement reconstruire le système énergétique avec un double mouvement, investir dans de l'énergie décarbonée, mais désinvestir de l'énergie fossile. Et le
transport, il pèse pour... Alors, dans le monde, le transport pèse un peu plus de 15% des émissions mondiales. La première source d'émissions dans le système énergétique, c'est de très loin la fabrication de l'électricité à partir du charbon. Ensuite, ça pèse un quart des émissions mondiales, c'est un quart des émissions totales. Ensuite, vous avez l'industrie, qui pèse pour un peu plus de 20%. Ensuite, vous avez le transport qui pèse entre 15 et 20%. Souvent, on oublie les transports internationaux, l'usage des bâtiments. Mais vous voyez que, en revanche, en France, les transports, c'est un tiers de nos émissions. Donc, dans les pays riches, le transport pèse beaucoup plus que l'industrie. Bon, en plus, en France, on a comme vous le savez, une industrie qui est moins développée que dans d'autres pays. Et en plus, on a du nucléaire sur la partie industrie énergétique. Bon, donc voilà, si vous voulez, ce qu'il faut faire. Alors, je reviens à la COP. La transition énergétique, c'est un double mouvement, investissement, désinvestissement. Pour l'instant, on voit bien qu'on a commencé l'investissement dans les énergies décarbonées, hein, et il y a vraiment une révolution très importante qui va être la capacité d'aller chercher de l'énergie dans les flux solaires, les flux éoliens, etc. Mais ce n'est pas l'investissement dans des sources décarbonées qui fait baisser les émissions, c'est le désinvestissement dans les énergies fossiles. Et ce qui se négocie en ce moment à la COP aujourd'hui, hein, dans l'écriture, hein, de la décision finale de la COP, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme formulation sur à quel rythme on sort des énergies fossiles? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'on sort au même rythme pour le charbon, pour le pétrole et pour le gaz, etc. Et notamment, le point est très important pour le pétrole et le gaz, car on a déjà commencé le désinvestissement sur le charbon dans une partie, pas dans toutes les parties du monde, mais aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, on a très largement engagé le désinvestissement du charbon. C'est probablement imminent en Chine, mais le pétrole et le gaz, on n'a pas commencé. Et notamment, la réaction de l'Union européenne à la guerre en Ukraine, on a élargi, hein, la distribution des permis d'exploration et d'extraction en mer du Nord, hein, pour aller chercher du pétrole et du gaz en Norvège. Et donc c'est ça, vous voyez, qui se négocie. Alors, on va regarder un peu les deux volets, investissement, désinvestissement. Investissement, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans l'équation énergétique mondiale. C'est l'industrialisation de technologies qui sont connues depuis très longtemps. À peu près toutes les innovations de rupture dans le système énergétique, ça date de la deuxième partie du 19e siècle. C'est dans la deuxième partie du 19e siècle qu'on invente le modèle de la combustion interne, qu'on invente la génération d'électricité, qu'on invente la turbine, qu'on invente la façon de fabriquer de l'électricité à partir du vent. Ça, c'est la première éolienne qui a été construite. Hein, c'est dans les années 1880 aux États-Unis. Vous voyez la taille de l'engin, il y a ce concepteur qui est en bas à droite de la photo. Hein, cette éolienne, c'est une rupture technologique majeure en termes de rupture. Bon. Elle a un rendement épouvantable et un coût de production dément. Bon. Et c'est un objet artisanal. Un objet artisanal. Bon. Qu'est-ce qu'on vit depuis 2 décennies, un peu plus longtemps chez les avant-gardistes de l'énergie éolienne, on a industrialisé ce système. Et donc, on a fait baisser les coûts. Et aujourd'hui, la production d'électricité à partir de l'éolien onshore fait partie des façons les plus économes de fournir de l'électricité. Ce n'est pas encore tout à fait vrai sur l'éolien offshore. Là, en haut à droite, vous avez le premier panneau photovoltaïque qui a été mis sur un toit à Manhattan. Même décennie, 1880. Et pendant un siècle et demi, l'énergie solaire va perdre toutes les batailles des coûts. Toutes les batailles des coûts. Et les fossiles ont gagné toutes les batailles des coûts. Et on peut multiplier les exemples. Hein. Par exemple, Madame Henry Ford, c'est l'épouse, hein, du fameux industriel, roulait dans les années 1910 en voiture électrique à Manhattan. Et puis, son mari a
inventé l'industrialisation des véhicules thermiques, ça a cassé les prix, ben, exit le véhicule électrique. Oui, donc, toutes ces technologies sont de très vieilles technologies, mais les fossiles ont gagné la bataille des coûts. Depuis, au cours des 2 dernières décennies, l'industrialisation de la fabrication des panneaux solaires, hein, a fait chuter les coûts de production et aujourd'hui, à peu près partout dans le monde, alors ça dépend un peu des taux d'ensoleillement, la façon la moins chère de produire de l'électricité, c'est d'utiliser des panneaux solaires qui vont capter l'énergie directement du flux solaire. Ça, c'est une révolution économique qui vient d'où? Qui vient de l'industrialisation du procédé. Ça fait très longtemps qu'on connaît le procédé. Ce panneau un rendement de l'artisanat, vous voyez, la bricole, hein, bon. Ça avait un rendement inférieur, c'est à peine supérieur à 0,5 degrés. Aujourd'hui, les panneaux standards ont 24-25% de rendement et les panneaux les plus développés ont jusqu'à 30 voire 35% de. Vous voyez un peu, bon. Je passe sur le stockage. Hein, Volta qui a inventé la première batterie, c'était en 1800. Et puis, bon, donc, la révolution qui est du côté de l'investissement, c'est que des technologies de rupture très anciennes ont été toujours complètement à la périphérie des systèmes énergétiques et leur industrialisation récente fait qu'on bouscule complètement la donne sous l'angle des coûts relatifs. Allez-y, je vous en prie. Des initiatives privées ou est-ce que ce sont des... Les deux en général. Ou est-ce qu'il y a des volontés politiques? Bien sûr. Alors, est-ce que vous m'autorisez à présenter le troisième, et puis je réponds après à votre question. Hein. Alors, le troisième engin, ça, vous avez une idée de ce que c'est? Non, c'est la première pile à combustible. C'est la première pile à combustible qui fabrique de l'électricité à partir de l'hydrogène. Vous voyez, Toyota n'a pas innové sur le procédé même. Hein. C'est un savant, j'ai oublié son nom, un savant écossais. C'est dans les années 1860. Donc, la fabrication de l'électricité à partir de l'hydrogène est aussi technologiquement connue depuis très longtemps. Simplement, on commence à l'industrialiser aujourd'hui. Sur l'hydrogène vert, on n'est pas encore à des situations de compétitivité comme on est sur le solaire et le photovoltaïque. Mais pareil, comme on commence à industrialiser, les coûts vont baisser, etc. D'où viennent ces investissements? Est-ce qu'ils sont privés? Est-ce qu'ils sont publics? Ou un mélange des deux? Je dirais c'est un mélange des deux. Le système qui a le plus incité au développement et à l'industrialisation des énergies renouvelables, c'est le système des prix garantis par les États. Donc, c'est ce qu'on appelle les feed-in tariffs. Hein. Donc, ce sont des subventions que les autorités publiques, à peu près dans toutes les parties du monde, hein, c'est les Allemands qui ont inventé ça, c'est pas hasard, hein, ont mis en place des systèmes de prix garantis qui ont réduit le risque pour les industriels et qui ont créé ce volume d'investissement. Sur les fabricants, le nerf de la guerre et pas le même suivant les différentes industries. Pour le solaire, c'est des Chinois. Au milieu des années 2000, vous aviez 2 Chinois parmi les 10 premiers fabricants de cellules photovoltaïques. 10 ans après, vous aviez 9 Chinois et un 10e qui est une entreprise mixte sino-canadienne avec 51% de capital aux Chinois. Donc, et qu'est-ce qui a permis aux Chinois de complètement prendre les parts de marché, surtout au détriment des Japonais et des Allemands, qui étaient les plus forts? C'est l'échelle de production et c'est le financement, généralement des entreprises publiques, mais qui ont bénéficié de capital quasiment gratuit par les banques publiques d'investissement. Sur l'éolien, c'est assez différent. Sur l'éolien, l'essentiel des innovations et de l'industrialisation sont en Europe. C'est des Vestas, c'est des Ørsted, qui viennent tous plus ou moins du Danemark. C'est pas étonnant, hein, puisque le Danemark a été la première éolienne qui a été branchée sur un réseau électrique. Hein. Celle-là, elle est branchée pas sur un réseau, elle est branchée sur une batterie. La première éolienne qui a été branchée sur un réseau électrique, c'est effectivement au Danemark, au milieu des années 50. Et donc, ils ont toute une avance hein, sur la technologie et les Danois ont gagné la bataille de l'éolien avec une méthode assez simple. Hein. Il y a, je crois, plus de 250 pales à cette éolienne-là. Eux, ils ont fait l'éolienne à 3 pales.
alors que leurs compétiteurs étaient absolument persuadés qu'il fallait plus de pales. Oui. Et donc, notamment les Américains mettaient plus de pales, mais finalement, c'est les Danois qui ont gagné. Aujourd'hui, l'industrie européenne sur les équipements en matière d'éolien est quand même dans une situation un peu compliquée et on voit remonter une concurrence chinoise. Hein. Donc, si on ne gagne pas cette bataille, on aura du mal. Sur tout ce qui est l'hydrogène vert, là, le jeu est beaucoup plus ouvert. Le jeu est beaucoup plus ouvert parce que durant les premières phases des politiques climatiques, notamment l'Europe a été extraordinairement naïve. Hein. L'Europe a quelque part subventionné les équipements chinois. Donc voilà, si vous voulez, la compétition de qui investit et avec quels capitaux. Bon, ça, si vous voulez, c'est pour le volet investissement. Aujourd'hui, on est dans une course énorme sur accroître ce volume d'investissement. Cette course, elle est quand même menée avec la Chine qui est en avance. Et la Chine, elle est en avance parce que non seulement elle maîtrise l'industrialisation des process, mais elle maîtrise toute la chaîne à l'amont. C'est que même par exemple, lorsque vous construisez une usine de batteries hein, sur le stockage d'électricité dans le nord de la France, hein, vous allez bien assembler les batteries dans le nord de la France. C'est compliqué parce que c'est quand même de la chimie très compliquée. Mais les anodes et les cathodes, hein, qui sont les deux éléments clés hein, des batteries, continuent à être manufacturés soit en Chine, soit en Corée. Donc, vous voyez, donc il y a quand même tout cet enjeu industriel là. Bon. Les Chinois sont l'Europe est dans le coup, mais pas sur tous les créneaux. Et ce qui se passe depuis 3 ans maintenant, c'est que les Américains reviennent en force hein, avec la politique américaine qui consiste à subventionner au maximum en mettant du protectionnisme, en conditionnant les subventions hein, dans le cadre de l'IRA, en subventionnant les équipements quand ils ont au moins un certain pourcentage fabriqué aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, une lutte assez compliquée sur où est-ce qu'on va localiser les usines de batteries. Bon, ça c'est pour la partie investissement. Aujourd'hui, cet investissement dans les nouvelles énergies de flux, il se diffuse dans beaucoup d'autres pays que ces 3 maillons importants, à des rythmes plus ou moins élevés, et notamment Abu Dhabi, hein, pas Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, hein, qui sont le lieu où se tient la COP, hein, c'est là où il y a, par exemple, la plus grande usine de panneaux photovoltaïques au monde. Donc, ne croyez pas que les producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz du Proche-Orient sont aveugles. Non, ils savent bien que le système énergétique est en train de changer et ils savent bien qu'ils ont un avantage compétitif extraordinaire du fait de l'ensoleillement, hein, si vous voulez. Donc, il y a un flux d'investissement croissant dans ces pays. C'est particulièrement vrai aux Émirats Arabes Unis, qui sont probablement dans toute la zone Proche-Orient celui qui a le plus investi dans ces nouvelles technologies, mais c'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite. Et le problème qui est posé à la COP aujourd'hui, c'est de savoir quand on peut commencer le désinvestissement des énergies fossiles. C'est ça le vrai problème, parce que ce qui va faire baisser les émissions, ce n'est pas de rajouter hein, des énergies décarbonées, c'est d'enlever les énergies fossiles. Mais dans le même temps, vous nous disiez qu'il y avait des autorisations, ou alors il continue à y avoir des autorisations pour continuer. Alors on va voir, bien sûr, bien sûr. Ben oui. Ah ben parce que quand même, si vous voulez, alors les fossiles font de la résistance, vous voyez. C'est exactement ça, hein, les fossiles font de la résistance. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise il y a 2 jours hein, à la COP de Dubaï. Hein, je ne sais pas si vous n'avez sans doute pas assisté à des COP, moi j'ai assisté à un certain nombre, pas toutes. Hein, bon, dans les COP, vous avez la zone qu'on appelle la zone verte, qui est la zone où il y a la négociation stricto sensu, puis vous avez tout autour des COP la société civile, les side events, on fait des tas de trucs. Bon. Et puis, vous avez les ONG qui jouent un certain rôle et de temps en temps, les ONG rentrent subrepticement. C'est comme si là, il y avait la Greenpeace qui allait rentrer. Hop, oui. Donc ça s'est passé il y a 2 jours, hein, plein sommet de la COP. Hein.
and fossil fuels save our planet and our future. Et c'est une jeune militante qui représente les peuples premiers en Amérique latine. Bon. Donc, les fossiles font de la résistance parce que, pour l'instant, même si on a accru les capacités de production décarbonées sur l'électricité, principalement, on n'a pas du tout encore investi suffisamment pour pouvoir se passer des fossiles. Et donc, la question, c'est d'accélérer cette transition. Vous voyez, et pour accélérer cette transition, les rapports du GIEC ou les rapports de l'Agence internationale de l'énergie nous disent, attention, si vous voulez anticiper la baisse des fossiles, il faut commencer effectivement à arrêter le plus vite possible les investissements dans l'augmentation des capacités. Car il y a un paramètre qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les infrastructures énergétiques, ça dure assez longtemps. Une centrale thermique à charbon, moins 40 plus. Aux États-Unis, une centrale nucléaire, ça dure 60 ans. Un réseau de tuyaux pour transporter du gaz ou du pétrole, pareil, ce sont des je ne parle pas des barrages hydroélectriques, donc c'est des infrastructures à très longue durée de vie. Donc, pour engager le désinvestissement, le plus rapide, ça va consister déjà à cesser de faire ces nouveaux investissements de capacité et probablement, comme il y a déjà trop de capacité de production de charbon, de pétrole et de gaz, il faudra aussi en enlever. Oui. Donc les fossiles font de la résistance et c'est ce qui se négocie en ce moment. Et à la COP, vous savez que, je ne sais pas si vous suivez de près la discussion, mais à l'heure actuelle, ils sont en train de passer des heures et des heures de négociation pour savoir si on utilise le terme phasing out ou phasing down. Phasing out, ça veut dire sortir des fossiles. Phasing down, ça veut dire réduire les fossiles. Et ça peut prendre des plombes, enfin des heures, si vous voulez. À l'accord dans les dernières heures de négociation à l'accord de Paris, on a passé au moins 20 heures de négociation pour savoir si dans une partie du texte, il fallait mettre will ou shall. Voyez. Et pourquoi est-ce que c'était important? C'était important parce que, essentiellement pour les États-Unis d'Amérique, si on avait mis à la place de shall, will, on ne pouvait pas ratifier directement l'accord de Paris par un décret présidentiel. Il aurait fallu passer par... Donc, vous voyez, ça, c'est toute la subtilité de la négociation climatique. Alors, moi, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, j'en ai discuté hier avec Jean, qui, lui, est en lien direct avec la délégation française, mais ayez bien en tête que la délégation française compte très peu dans la COP. À la COP, c'est l'Europe qui négocie. Là, l'Europe compte un peu. Mais l'Europe, elle est une toute petite partie du monde. Et à la COP, vous avez la Chine, l'Indonésie, l'Amérique latine. Et donc, n'imaginez pas que, vous voyez, on continue parfois à avoir des représentations complètement fausses en se disant que oui, l'Europe n'est plus le centre du monde du tout. Le monde, il est multipolaire, et bon, c'est quand même assez compliqué. Bon, alors, les fossiles font de la résistance. On va regarder de façon un tout petit peu plus précise les différentes fossiles, parce que la question ne se pose pas exactement de la même façon sur les trois énergies fossiles. Bon, le charbon. En Europe, surtout en France et en Angleterre, on a encore un peu l'impression que c'était l'énergie du 19e siècle, que c'est Zola chez nous, Dickens chez nos amis britanniques, et on a l'impression que c'est une énergie du passé. Bon, et c'est vrai qu'on a fermé la dernière mine de charbon en France en 2004 quand même, c'est plus le 19e siècle. Bon. Mais le charbon est la première source d'énergie utilisée dans le monde jusque dans les années 1960. Donc, le charbon, c'est d'abord l'énergie du XXe siècle. Et jusque vers 1870-1880, le charbon joue un rôle très marginal dans le système énergétique. Bon, bon. Et au début du XXe siècle, le charbon a été la première source d'énergie supplémentaire qu'on a rajoutée dans le système énergétique, principalement à cause de l'envolée des économies émergentes d'Asie, principalement la Chine. Une époque, dans les années 2000, une époque, la Chine mettait en route pratiquement une, voire plus de centrales à charbon thermique par jour. Donc le charbon reste un poids considérable dans le système énergétique. Il produit moins d'énergie que le pétrole, mais il émet plus parce qu'il émet plus par thermie utilisée. Et le désinvestissement du charbon a déjà été amorcé en Europe
et aux États-Unis. Le mouvement est très fort aux États-Unis. La production d'électricité à partir de charbon baisse d'année en année. Même Donald Trump n'a pas réussi à ralentir le mouvement, bien qu'il ait été élu sur des slogans de on va relancer l'industrie charbonnière. Bon. La question clé maintenant, c'est quand est-ce que désinvestissent les économies émergentes, à commencer par la Chine. La Chine joue un rôle absolument majeur hein, dans toute la négociation climatique. La Chine qui a le plus développé les énergies renouvelables de loin, qui continue à développer du nucléaire à un rythme beaucoup plus lent, mais qui comme est sur le point, d'après les experts, d'arriver au point, à l'endroit où le surcroît de capacité de production à partir du décarboné va permettre de faire baisser la production d'électricité à partir du charbon. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Et puis, vous avez des pays comme l'Inde, eux, ils de consommation énergétique basse, donc le charbon va continuer à être utilisé en Inde pendant au moins 5 à 10 ans. Mais je dirais, sur le charbon, le mouvement est engagé. Il n'est pas assez rapide. Tous les gens qui s'occupent du climat, surtout quand vous êtes climatologue, disent non, ça serait bien d'aller plus vite. Mais le mouvement, on est dans la bonne direction, on n'est pas dans le bon tempo. Sur le pétrole et sur le gaz, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair. Le pétrole reste la première source d'énergie dans le monde et comme vous l'avez bien compris tout à l'heure, le pétrole s'est énormément focalisé sur deux usages principaux. Les transports terrestres, mais aussi transports des airs, hein, aériens et transports maritimes, bon. Et sur la pétrochimie. Et ces deux usages, pour l'instant, continuent à être très fortement dépendants du pétrole. Alors, évidemment, il y a l'électrification des transports terrestres hein, qui est engagée. Et vous voyez combien l'industrie automobile est dans une phase de complète restructuration avec ce mouvement. Mais on n'en est pas du tout encore au point où on a engagé la phase de désinvestissement sur le pétrole. Et sur le gaz, c'est encore plus vrai. Le gaz est présenté par un certain nombre d'acteurs de l'économie pétro-gazière, comme je l'appelle, comme étant une énergie de transition. Bon, et si on utilise trop longtemps le gaz fossile comme une énergie de transition, ben, au bout, on aura trop de CO2 par rapport aux stratégies de neutralité carbone. Donc, la question cruciale pour le pétrole et le gaz, c'est quand on va être capable de commencer cette phase de désinvestissement. Cette question, elle nous est posée de façon incroyablement amplifiée quand on regarde des économies comme celle du Proche-Orient, qui sont basées sur la production et l'exportation d'énergie fossile, de pétrole et de gaz. Mais c'est une question qui se pose à nous. C'est une question qui se pose à nous. Là, vous avez sur cette photo en bas à droite, la plus grande plateforme gazière au monde, qui a été installée en 2020 à la limite de la mer des Brabants, enfin de la mer Arctique hein, et de la mer du Nord, au large de la Norvège. Ça s'appelle la plateforme Asta Hansen. C'est une féministe connue en Norvège. Hein, c'est une des premières personnes qui a été élue au Parlement en Norvège. Ça vaut entre 8 et 10 milliards de dollars. Et, ça a été manufacturé en Corée, c'est tracté, ça vaut entre 8 et 10 milliards de dollars. Je le sais parce que, à force de faire chier le représentant de l'opérateur, il a fini par me le glisser dans l'oreille. Bon. Donc, on n'investit pas pour 8 à 10 milliards de dollars pour fermer la plateforme dans 4 ou 5 ans, voyez-vous. Hein. Donc, c'est ça le problème de désinvestissement, hein, c'est qu'on continue et on en a remis une couche en Europe à la suite de la guerre en Ukraine. Pour revenir à ce que vous disiez avant la présentation, la relance du charbon en Allemagne a été extrêmement conjoncturelle et pas du tout, on n'a pas réinvesti dans des centrales. On a simplement rallumé quelques centrales pour faire face au pic de consommation durant l'hiver. Bon, jamais l'Allemagne n'a imaginé reconstruire des centrales. Par contre, à la suite de la guerre en Ukraine, on a réinvesti dans l'exploration pétro-gazière dans toute la mer du Nord, Norvège et Royaume-Uni, hein, et on a réinvesti beaucoup dans des infrastructures qui permettent d'augmenter l'importation de gaz naturel liquéfié.
petite partie du Qatar et surtout beaucoup des États-Unis, hein, qui est celui qui est le plus carboné. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment, je pense, la question clé pour les années qui viennent. Et le transport va jouer un rôle important, mais pas que. Il va y avoir une autre question très importante, ça va être la chimie, la pétrochimie. Et c'est beaucoup plus difficile, hein, de substituer. Je veux dire, il y a des choses, il y a des domaines pour lesquels la messe est déjà dite. Vous voyez, hein. Sur les voitures, la messe est déjà dite. On ne sait pas à quel rythme ça va aller, mais on voit bien que le moteur à combustion interne ne sera pas le moteur qui va faire fonctionner les nouvelles voitures à partir de 2030 ou 2035 partout dans le monde. Et c'est pareil, c'est pas qu'un débat européen, c'est pareil en Chine, c'est pareil aux États-Unis, ça devient le cas en Inde, etc. Bon. Le problème, c'est que sur les grands usages de la pétrochimie, qui sont les plastiques et les engrais, là, les alternatives sont beaucoup plus compliquées à mettre en place. Et une raffinerie, si vous voulez, vous ne pouvez pas produire, si vous arrêtez le raffinage, vous n'aurez plus les couches qu'il faut, hein, tout ça est lié. C'est- c'est- Comment? Non, mais vous ne pouvez pas produire pour la pétrochimie sans émettre, oui, les couches en raffinerie sont quand même liées, hein, donc vous pouvez un peu modérer, mais vous ne pouvez pas, vous n'allez pas rentabiliser vos raffineries en faisant que ce qui sert à la pétrole, que le naphta en gros, hein, parce que vous avez quand même besoin de faire aussi les autres couches. Mais donc, alors vous pouvez le faire, mais qu'est-ce que vous allez faire des autres trucs? Oui. Mais sur le transport automobile, ils ne sont pas sûrs que on va faire suffisamment de voitures électriques avec les ressources. Vous parlez des métaux critiques? Oui. Le cuivre, l'eau, c'est nécessaire à la batterie aussi. Donc, pour les voitures électriques, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a effectivement un engagement sur l'électrique. La solution, est-ce que les moteurs une alternative? Alors, d'abord, je ne suis pas un spécialiste, hein, de l'ingénierie automobile. Ce que je pense, c'est que le temps du moteur à combustion interne est compté. Et qu'ensuite, vous avez différentes options. Bon, qui en fait consistent toutes à utiliser de l'électricité, soit vous embarquez l'électricité dans une batterie, soit vous produisez l'électricité grâce à une pile à combustion que vous mettez dans, mais in fine, c'est quand même la traction électrique qui va l'emporter. La question des métaux rares, et vous faites bien d'y faire allusion, est effectivement une réelle question. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant la disponibilité, des matières premières que les monopoles qui se sont constitués sur les chaînes de fabrication et notamment les fonderies. C'est ça qui est le plus important. Bon. Donc, moi, je pense que ces questions-là, elles ont des solutions et surtout, n'oublions pas que fabriquer des voitures thermiques, ça a aussi une empreinte sur les métaux, hein. Je veux dire, il y a pas, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, mais il y a quand même. Donc, moi, je pense que là, on est dans un domaine sur lequel comment dire, la capacité du système économique et des ingénieurs est bonne pour savoir utiliser tel métaux rare plutôt que tel autre, etc. Je pense qu'on n'aura pas un problème équivalent à celui de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Et effectivement, ça va. Et puis, bon, par exemple, moi, le seul domaine où j'ai tout petit peu regardé, creusé, c'est pour les usines de batterie, parce que j'ai introduit le grand débat public sur la première usine d'Ouvrin dans le Nord. Donc, j'ai pas mal discuté avec les gens d'AWW. Ils ont déjà complètement intégré dans leur sourcing à partir de 2030 et 2035 le recyclage. Ça va quand même beaucoup. Et contrairement à une idée complètement fausse qui est souvent développée, les nouvelles filières énergétiques ou automobiles sont beaucoup plus aptes à recycler que les filières traditionnelles. L'idée qu'on ne recycle pas du tout les panneaux photovoltaïques et les éoliennes est une idée complètement fausse. On recycle beaucoup mieux une usine, des panneaux éoliens que par exemple une usine nucléaire, si vous voulez. Ça ne se pose pas comme question. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que je voulais dire sur le premier volet, sur la transition énergétique. Peut-être on peut un peu approfondir cette question-là si vous le souhaitez. Sinon, il y a un deuxième volet, hein, qui s'appelle le carbone vivant, sur lequel j'ai aussi quelques messages. C'est comme vous voulez. C'est vous qui faites votre menu. On passe au deuxième? Oui, allez-y, je vous en prie, Alors, monsieur. on y va. Continue. Voilà. Alors,
Le deuxième volet de la... Alors, oui, bon, en conclusion, sur la transformation énergétique, le coût est engagé, on n'est pas dans le bon tempo, mais la direction est la bonne. Et la principale difficulté, ça va être comment est-ce qu'on va répartir les efforts. Et ça renvoie aussi à comment est-ce qu'on va être capable plus ou moins de contrôler la demande d'énergie. Là, c'est d'abord un problème d'équité. Parce que si évidemment vous demandez à ceux qui sont les plus démunis de faire des efforts de réduction de consommation d'énergie, vous n'avez aucune chance d'y aboutir. Ça, pour moi, c'est ça le point important. Le carbone vivant, on est là dans un champ complètement différent qui est, je crois, très fortement sous-estimé sur les questions climatiques. Et à mesure qu'on va avancer sur le carbone fossile, on va se rendre compte combien la question du carbone vivant, elle est essentielle. Alors, je dirais que sur le carbone vivant, la transition agroclimatique, elle a trois grands leviers. Le premier levier, on va commencer en bas à droite, c'est la protection des puits de carbone. Alors, c'est quoi les puits de carbone? Très simple, pas très simple. Pas très simple dans le détail, mais le principe est simple. Lorsque on émet 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, vous en avez un peu plus de 50% qui sont absorbés par le milieu naturel. 25% par l'océan, un peu plus de 25% par le couvert végétal, principalement les forêts. Je dis principalement les forêts parce que les sols agricoles peuvent stocker ou déstocker du CO2 suivant la façon dont on travaille le sol. Donc c'est très important pour l'évolution du système climatique de conserver ces puits de carbone. Qu'est-ce qui fait la force de ces puits de carbone? C'est la biodiversité. Dans l'océan, c'est la biodiversité marine qui est le facteur qui permet, une fois que le carbone a été dissous en surface, de transformer, grâce principalement au microplancton, mais pas que, grâce aussi par exemple aux huîtres ou ça, à transformer ce CO2 en sédiments qui vont s'accumuler au fond de l'océan. Vous avez dans l'océan 47 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Vous voyez que si le puits de carbone océanique commence à dysfonctionner, c'est très dangereux. Et puis vous avez la biosphère, on va parler des forêts et un peu des systèmes agricoles. Les forêts, effectivement, et les systèmes et les sols agricoles qui sont en couverture pérenne, c'est principalement les prairies permanentes, ça stocke à peu près 27 à 28% du CO2 chaque année. Ces deux puits de carbone subissent des altérations de la part des activités humaines. On va parler des forêts, qui est le facteur le plus connu. La déforestation a toujours été, depuis le début de l'histoire humaine, un facteur qui est rattaché aux pratiques agricoles. Les hommes ne déforestent pas pour le plaisir d'envoyer du CO2 dans la forêt, mais c'est l'extension des usages des terres pour l'agriculture et pour l'élevage qui est pas la seule, mais la principale cause de la déforestation. Ça a été, jusque dans les années 50, principalement un phénomène dans les pays développés. Ça a commencé en Europe, dès le XIe siècle. Jusqu'en 1950, le premier facteur de déforestation, c'est l'Amérique du Nord, la conquête de l'Ouest. Et depuis les années 50, le premier facteur de déforestation, c'est la déforestation tropicale. Brésil, bassin du Congo, arc Asie-Pacifique. Donc, et ça représente aujourd'hui un peu plus que 10 à 12% des émissions mondiales de CO2. C'est considérable. Ça prend pas loin du transport, tout compris. Donc, arrêter cette déforestation tropicale, c'est évidemment un objectif important. Et on ne va pas arrêter la déforestation au Brésil en mettant des gardes forestiers autour de l'Amazonie, si vous voulez. Il faut changer les pratiques agricoles qui sont à l'origine de la déforestation. Donc, la clé de la réussite de l'arrêt de la déforestation, elle est dans les dans les changements des pratiques agricoles, dans tous les fronts de déforestation. Et changer ces pratiques agricoles, ça ne veut pas dire faire de l'agriculture bio extensive, ça veut dire intensifier les systèmes agricoles pour produire plus et mieux à l'hectare et éviter d'augmenter le nombre d'hectares. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire, de transformer les systèmes agricoles, c'est quand même assez complexe. Ça, c'est le premier point sur les puits de carbone sur la biosphère. Bon. Et puis, il y a un deuxième point qui est de plus en plus préoccupant.
c'est que le réchauffement climatique lui-même a un effet de rétroaction sur les puits de carbone. Et il affaiblit la capacité de croissance des arbres et donc il affaiblit la capacité de stockage du CO2. C'est quoi ces rétroactions? C'est des sécheresses à répétition qui freinent la croissance des arbres. C'est l'intensification des tempêtes, surtout dans les zones tropicales, qui font tomber des arbres. C'est les méga incendies qui sont, on voit tous à la télé. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la remontée des invasifs. Les invasifs, les insectes, les chenilles processionnaires, les champignons. La première réaction des êtres vivants au réchauffement, c'est de se déplacer. Quand ils peuvent. C'est-à-dire que vous retrouve à certains endroits Bien sûr. des invasifs qui n'existaient pas il y a 30 ans ou il y a Bien 40 sûr, ans, c'est ça? bien sûr, oui. Et ils se déplacent beaucoup plus vite que les arbres. Et alors, je vais vous donner un exemple. Il n'est pas très loin de chez nous. C'est des scolipes dans les Vosges. Photo de la forêt vosgienne, et c'est la malolite, qui sont des insectes qui n'existaient pas au nord de la Loire. Et puis, ça remonte. Le Canada, et moi j'étais professeur associé à l'Université de Montréal, invité exactement, ça pose un problème énorme sur la forêt boréale. Et vous avez en haut à gauche, pardon, ça mesure la capacité de la forêt française à stocker le CO2. La forêt française continue à s'élargir en superficie, mais vous voyez que sur la période récente, on a divisé par plus de 2 la capacité de stockage à cause de ça. Et donc, aujourd'hui, la protection des puits de carbone sur Terre est quelque chose qui a 2 volets. Il faut lutter contre les impacts anthropiques, la déforestation, mais il faut également préserver nos forêts contre la rétroaction climatique. Et ça va être un enjeu crucial pour demain. Parce que si on conserve les mêmes méthodes de gestion forestière et plus généralement les mêmes méthodes de gestion du vivant, eh ben, même si les superficies augmentent, vous voyez, la capacité de stockage du puits de carbone va baisser. Et à mes yeux, c'est vraiment les problèmes de demain. Et la technologie, là, elle n'est pas du tout. Vous voyez, souvent on dit on va capter et stocker le CO de la sortie des cheminées, mais le maintien de la capacité de stockage du milieu naturel, c'est fondamental. Et là, on n'a parlé que de la biosphère. Quid de l'océan? Quid de l'océan? Alors, je n'aime pas être porteur de mauvaises paroles, mais quand même, on va partir d'un exemple concret. C'est la loutre marine. Alors, d'abord, je vais vous dire un mot. Sur les océans, les forêts, lorsque, à l'heure actuelle, à la COP, on fait le bilan des COP, on tient compte des échanges de carbone entre les sols et l'atmosphère. On tient compte de la déforestation. Et il y a des tas de réunions qui sont consacrées, comment est-ce qu'on lutte contre la déforestation, etc. L'océan, c'est tout simplement un angle mort. Lorsque la France ou n'importe quel autre pays fait son compte-rendu aux Nations Unies avec l'inventaire national des émissions, on tient bien compte des changements d'usage des terres, on tient bien compte de ce qu'on stocke ou déstocke avec la forêt. L'océan, c'est comme il n'existait pas. Donc c'est vraiment un angle mort. Et pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'océan, ça contient 47 fois plus de CO2 que l'atmosphère. Et non pas le GIEC, mais le GIEC de la biodiversité, c'est-à-dire le groupement des scientifiques qui travaillent la biodiversité, nous explique que la biodiversité marine, on la connaît mal, mais on a peur qu'elle se réduise assez rapidement à la suite de plusieurs facteurs qui affectent la biodiversité marine. Il y en a qui sont très connus, les pollutions, notamment les pollutions qui dérivent depuis les rivières. La pollution des plastiques. Alors là, Greenpeace vous a fait je ne sais combien de photos avec des animaux qui sont morts parce qu'ils ont bouffé du plastique. Mais la première cause de baisse de la biodiversité, c'est la surpêche. C'est la surpêche. C'est qu'on va prélever dans l'océan plus. On se sert de l'océan à la fois comme de poubelle et de garde-manger.
la fonction poubelle, effectivement, est pas très bonne, mais la fonction garde-manger, c'est la première cause de la biodiversité. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on abîme la biodiversité marine? Ben, je vais vous donner juste l'exemple de la loutre de mer, parce que moi j'ai trouvé ça assez intéressant. La loutre de mer, c'est le plus petit mammifère marin. C'est un mammifère qui a la densité de poils au centimètre carré la plus élevée du monde. Donc évidemment, les trappeurs ont voulu rechercher la loutre marine pour faire des vêtements. Hein, bon. Et donc c'est une espèce qui a pratiquement disparu. Hein. Elle a été sauvée, mais elle a failli disparaître. Hein. C'est une espèce qui habite tout le pourtour pacifique. Hein. Ça part du nord du Mexique, ça passe par le détroit de Bering et ça descend de l'autre côté, au sud de Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décime la loutre de mer? Ben, les proies de la loutre de mer prolifèrent. Et qu'est-ce qu'elle mange, la loutre de mer? Des oursins. Et qu'est-ce que mangent les oursins? Des algues. Donc, lorsque vous dévastez, lorsque vous décimez la loutre de mer, les oursins se développent, ils mangent des algues, l'océan cesse de capter le CO2. Donc, on a un exemple caractéristique, vous voyez combien hein, affecter la biodiversité marine va avoir un impact indirect sur le climat. Alors vous allez dire, c'est anecdotique. Non, pas tant que ça. En Colombie-Britannique, on a eu une politique de 25 ans de réimplantation de la loutre de mer. Et on estime qu'aujourd'hui, la réimplantation de la loutre de mer, ça permet de stocker de 10 à 15% des émissions de CO2 qui sortent des voitures, des cheminées de la province. Vous voyez. Donc vous voyez combien la question de la biodiversité, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit marine, qu'elle concerne la forêt ou qu'elle concerne la mer, c'est directement lié à nos objectifs de neutralité climat. Et moi, je pense que aujourd'hui, on est incroyablement sensibilisé au volet carbone fossile et on ne se rend pas compte de l'importance du carbone vivant, qui est beaucoup plus compliqué à gérer hein, sur le plan économique que sortir 3 produits du système de production. Pour l'instant, on a parlé que des puits de carbone. Alors, on va revenir quand même. On a jusqu'à quelle heure là je suis un peu perdu, moi, dans mes horaires. Hein 14 heures. 14 heures. Bon, j'ai encore 10 minutes. Hein, vous me supportez encore 10 minutes. Après, on va discuter. Hein. Alors, je dis 2 mots quand même. Je dis 2 mots pour approfondir la question qui, je pense, va devenir une question absolument cruciale dans les décennies qui viennent, dans la négociation climatique, qui est la question de l'évolution des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires. Une question qui fâche. Hein. La question des fossiles, elle fâche beaucoup, hein, vous l'avez entendu hein, à Dubaï. Croyez-moi, la question agricole et la question alimentaire, elle fâche aussi beaucoup. Moi, j'ai la chance d'aller faire des présentations devant des milieux agricoles. Je connais assez bien le milieu agricole, hein, puisque j'ai fait ma thèse sur le déséquilibre agroalimentaire en Algérie et j'ai travaillé dans le secteur agricole. Mais quand vous allez faire cette présentation-là devant des publics d'agriculteurs, il faut quand même surveiller votre langage, hein, oui, si vous voulez rester dans la salle correctement. Bon, alors, bon. Mais après, j'ai beaucoup d'estime hein, pour le secteur agricole, hein, mais simplement, il faut arrêter de dire aux agriculteurs qu'est-ce que nous, on pense qu'ils devraient faire. Parce que c'est pas comme ça qu'on va faire bouger les choses. Hein, c'est bon. C'est comme si moi, je vous disais comment vous deviez faire votre métier. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Alors, moi, je pense qu'en gros, pour faire simple, on n'arrivera pas à stabiliser le stock de gaz à effet de serre, donc à la neutralité climat, si on ne bouleverse pas assez fortement l'organisation technique et sociale des systèmes agricoles dans le monde. Pourquoi? Parce que depuis 70 ans et un peu plus en Amérique du Nord, on a hyper développé l'agriculture suivant des méthodes qui sont inspirées du monde industriel. C'est des méthodes de spécialisation, système de monoculture comme vous avez en haut à gauche. Des systèmes à base de chimisation, d'artificialisation du milieu. Votre terre devient moins fertile, et ben vous allez rajouter quelques doses d'engrais. Ça va mettre du N2O dans l'atmosphère, mais ça va aussi contribuer à affaiblir la capacité du milieu vivant. Hein, bon. Et puis vous avez des invasifs, hein, vous allez mettre des produits phytosanitaires pour protéger vos cultures, défendre vos cultures. Et puis le dernier volet de ces systèmes agricoles, qui est extrêmement important sous l'angle de la biodiversité, on a sélectionné, homogénéisé de façon folle le matériel vivant qu'on utilise.
Vous avez aujourd'hui moins de 5 variétés de blé qui font 90% de la récolte mondiale. C'est une fragilité incroyable. Regardez les souches de porc en Chine, hein, la production chinoise de porc a été éliminée de 30% en un an à cause de la maladie, parce que c'est tellement homogène comme matériel génétique que vous avez une fragilité énorme. Bon. Donc ces systèmes, à court terme, ils permettent d'augmenter les rendements. C'est indubitable. Et à moyen et long terme, ils ont deux grands problèmes. Un, ils sont incroyablement peu résilients aux chocs climatiques. Donc, à mesure que le réchauffement climatique se prolonge, ces conduites d'agriculture sont extrêmement fragilisées. Je vous donne un exemple. Souvenez-vous, le pic de chaleur dans les Rocheuses au Canada, presque 50 degrés, hein, on en a beaucoup parlé hein, dans un village hein, qui est au pic des Rocheuses. Cette année-là, la récolte de blé du Canada, c'est perte de production de plus de 40%. Le Canada est l'un des grands exportateurs de blé. C'est presque un an d'exportation d'Ukraine qu'il a manqué dans la campagne 2020-2021. On a beaucoup parlé hein, du problème du blé ukrainien qui n'arrivait pas sur le marché mondial. Eh bien, le choc climatique du Canada, c'est pratiquement, c'est pas tout à fait. Utilisation du système avec le réchauffement climatique. Le deuxième point qui est, lui, de mieux en mieux documenté depuis très longtemps, c'est que ces techniques appauvrissent la capacité de régénération du milieu vivant, appauvrissent notamment les sols agricoles. Le sol agricole, c'est vivant, si vous voulez. Quand vous mettez de l'humus hein, pour stocker du CO2, ben, vous allez remettre de la vie dans. Et cet appauvrissement cumulatif, hein, elle conduit à une stagnation, voire une baisse des rendements. Quand j'étais jeune chargé d'études aux chambres d'agriculture, il y a, j'ose pas dire combien d'années, hein, j'avais un magnifique graphique avec les rendements du blé. Hein, on prenait 1,5 à 2% par an. Maintenant, ça fait ça, et puis maintenant ça fait ça. Vous voyez. Donc, il faut évidemment repenser les systèmes agricoles sur la base d'une véritable révolution technologique. Hein. C'est une révolution technologique aussi importante que pour l'énergie. Simplement, ça ne consiste pas à enlever 3 produits, ça consiste à remettre de la diversité biologique et remettre de la diversité du vivant dans les systèmes de production agricole. Vous voyez, c'est illustré par 2 photos un peu schématiques. Hein. La monoculture céréalière à gauche et à droite, c'est plutôt la permaculture qui est une forme, l'une des formes hein, de l'agroécologie, bien loin de moi de penser que la permaculture va nourrir le monde, évidemment. Bon, mais ça, c'est un point important. Bon, et je pense que la sécurité alimentaire à moyen long terme, dont on parle de plus en plus fréquemment, elle va être gagnée grâce à ça. Parce que l'agroécologie, son premier lieu de développement, c'est dans les pays du Sud. J'appartiens à une ONG qui s'appelle AgriSud International. Je peux vous assurer que, par exemple, au Sénégal, on a complètement arrêté de faire de l'arachide en monoculture dans le bassin arachidier et qu'on fait de l'agroécologie pour restaurer les sols. Et il faut 15 à 20 ans pour rattraper ce qu'on a fait, ce qu'on a démoli autrefois. Et c'est pareil en Côte d'Ivoire avec le cacao, etc. Bon, alors, ça, c'est, je crois, ça commence à être bien documenté. C'est très technique. Ne croyez pas, souvent on a une représentation en France, hein, il faut faire du bio, c'est facile à faire, on va mettre quelques moutons sur le lard. Non, pas du tout. Hein. L'agroécologie est beaucoup plus pointue sur le plan technique hein, pour les systèmes agricoles que d'acheter des engrais et puis de demander la dose qu'il faut mettre à l'hectare à la coopérative. Hein, et ça demande beaucoup de recherche et développement. Heureusement, l'INRA maintenant travaille beaucoup là-dessus. Et bon, donc c'est une révolution qui va prendre du temps. Et en plus, contrairement aux fossiles, ce qui marche à un endroit n'est pas forcément réplicable à un autre. Parce que les milieux sont très divers, vous voyez. Un sol, je sais pas, un sol argileux, ça ne travaille pas du tout pareil qu'un sol calcaire, suivant que vous avez des pentes. Oui, donc, ça, c'est vraiment, je crois, le point important, sous l'angle de l'offre et sous l'angle de la demande. Ben, il faut appeler un chat un chat. On a bien identifié 3 produits hein, pour les fossiles hein, qu'il faut dégager. Bon. Eh bien, pour les produits alimentaires, on a le même problème. Tous les produits alimentaires n'ont pas du tout la même empreinte climatique.
Et il y a deux familles de produits qui ont une empreinte climatique extrêmement élevée. Un, les produits ultra transformés. Les produits ultra transformés ont effectivement une empreinte climatique très élevée parce que, outre les émissions qui sont directement liées à l'agriculture, vous avez toutes les émissions de carbone fossile qui ont été utilisées tout le long des chaînes de transformation, de conservation, de cuisson. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, vous avez les produits issus de l'élevage des ruminants. Et là, ce n'est pas uniquement... c'est pas en allant balancer du faux sang sur le boucher, la vitrine du boucher du coin qu'on va résoudre le problème, hein, si vous voulez. J'ai bien dit les produits de l'élevage des ruminants, tous les ruminants. Les bovins, mais aussi les moutons, les ovins, mais aussi les caprins, dans certaines régions du monde, les buffles, bon. Et pas que la viande, aussi le lait et les produits laitiers. Et donc, de même que le modèle énergétique très gaspilleur de type occidental, de type n'est pas compatible avec la neutralité climat. De même, là, les modèles alimentaires qui sont trop riches en produits transformés, trop riches en produits ruminants, ne sont pas compatibles avec la transition. Et ce problème ne concerne pas que les pays riches, puisqu'on voit bien que les modèles alimentaires se développent très rapidement dans la mauvaise direction dans tous les pays émergents. Quel est notre meilleur allié? Notre meilleur à peu près les autorités de santé de tous les pays du monde qui examinent notre alimentation sur la santé nous disent que, un, on mange beaucoup trop de produits transformés, pas assez de produits frais. Et que deux, on mange beaucoup trop, alors pas sur le lait, mais que deux, on mange beaucoup trop, notamment de viande rouge, qui ont une forte proportion de graisses saturées, donc qui vont. Bon. Donc voilà un peu, si vous voulez, le nerf de la guerre. Et attention, si on diminue le poids des produits ruminants dans la ration alimentaire, il va falloir aussi diminuer l'animal dans les systèmes de production, si vous voulez. Les deux secondes. Et là, ce n'est pas simple. Parce que l'agroécologie, elle marche beaucoup mieux lorsque vous avez de l'animal et du végétal. Vous ne pouvez pas faire de prairie permanente si vous n'avez pas de ruminants. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tous les animaux. Hein. Ça veut dire que simplement, il va falloir trouver des systèmes qui sont beaucoup plus harmonieux avec des charges en animaux qui sont beaucoup plus faibles. Donc des produits qui sont plus coûteux, hein, parce qu'il n'y a pas de mystère. Donc voilà un peu, si vous voulez, tout cet ensemble. Hein. Et donc, vous voyez que on n'est pas au bout de nos peines, mais ces transformations, je crois, elles sont passionnantes à engager. Et on peut soi-même un peu se repérer hein, dans cette gamme hein, des produits plus ou moins émetteurs à partir de ce dernier schéma. Hein. Alors, je vois qu'il hésite à partir maintenant, mais je suis désolé hein, d'avoir été trop lent. Hein. Ouais, si, vous allez vous faire engueuler par votre chef, hein, si vous êtes en retard. Enfin, c'est peut-être vous le chef, du reste, je ne sais pas. Mais bon. Alors, vous voyez, bon, là, vous avez en gros l'empreinte de nos différents. Mais vous aurez le graphique, hein, on vous le passera. Hein, on aura le droit de leur passer le graphique. Hein. Alors, vous avez l'empreinte hein, des différents biens et services que vous achetez, que vous consommez en matière de climat. Bon, vous voyez que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le transport chez nous, hein, c'est là où on a notre empreinte la plus forte. Donc et ce n'est pas l'avion, c'est la voiture. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous sommes obligés d'utiliser notre voiture quotidiennement. C'est les enquêtes très précises là-dessus, hein, c'est sur des trajets qui en moyenne font moins de 40 km. Et vous faites plein de trajets quotidiens. Quoi. Ensuite, vous avez l'alimentation. Alors, on pourrait aller plus en détail. Hein. Sur la viande, c'est le premier. Enfin, c'est viande, lait et fromage, en fait, qu'il faudrait mettre ensemble, hein, qui sont le premier. Boissons, c'est important. Pourquoi hein? C'est pas. C'est un peu les boissons sucrées, mais c'est principalement le café et le thé qui génèrent de la déforestation importée. Et le pire, c'est pas le café, c'est le cacao. Oui. Cécile, parle un peu plus long, comme ça les gens qui seront en rediffusion auront mieux. J'avais une question en ce qui concerne aussi justement le lien entre la déforestation et notre consommation de viande, parce que les deux sont liés. Absolument. Alors, sur la
le lien entre notre alimentation et la déforestation est un peu mieux connu maintenant, puisque l'Union européenne a, dans sa panoplie des interventions sur la réduction des émissions, maintenant, toute une série d'actions qui concernent la surveillance des produits qu'on importe. Et donc, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Bon. Sur la consommation de viande, effectivement, vous avez deux sources d'émissions importantes. De loin, la plus importante, ce n'est pas la déforestation importée, c'est le méthane qui sort des vaches. Puisque, en gros, les ruminants, hein, qui sont des polygastriques, c'est des usines à méthane, puisqu'ils passent leur journée à passer l'aliment de l'estomac 1, l'estomac B, etc., et ça rejette du méthane. Et ensuite, la déforestation joue pour la viande importée principalement du Brésil, dans des proportions qui ne sont pas très élevées en France, ni en Europe, parce que l'essentiel du flux d'exportation de viande, qui autrefois allait sur le marché de Chicago aux États-Unis, maintenant ça va en Chine. Et donc, il y a un effet, mais c'est un effet assez modeste et on importe relativement peu de viande bovine du Brésil. Des importations de viande, mais je crois qu'on importe aussi pas mal de farine qu'on utilise dans l'élevage. Le soja. Ouais, c'est ça, des farines de soja qui, elles, sont plus forestation. Oui, alors. Mais c'est peut-être des proportions qui sont minimes. Non, ce n'est pas des proportions qui sont minimes, vous avez raison. Je ne peux pas vous répondre parce que vous savez, bon, on ne regarde pas tout. Hein. Bon, donc moi, je n'ai pas regardé ça dans le détail, donc je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage de soja incorporé dans la viande qui est là. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, au Brésil, en revanche, j'ai pas mal travaillé sur le Brésil, j'ai dirigé plusieurs thèses sur le Brésil. Hein. Donc, au Brésil, vous avez à peu près un peu plus de 70% de la déforestation, c'est de l'élevage bovin, et la deuxième source de déforestation, c'est la culture de soja. Et le soja est utilisé en alimentation du bétail en Europe. Il est principalement importé du Brésil, un peu, et non, il est principalement importé des États-Unis et du Brésil. Oui. Donc aux États-Unis, on ne déforeste plus, parce qu'on l'a fait avant, et au Brésil, effectivement, le soja est un paramètre important, même si une partie non négligeable maintenant se fait en dehors de la zone amazonienne. Bon, voilà, mais bon, sur ce que je mange, l'essentiel des émissions, c'est quand même chez nous, sauf le café et le thé, produits tropicaux. Évidemment, le fait d'avoir une partie importante de l'alimentation qui est importée, ça compte, hein, mais c'est pas ça le plus important. Ensuite, vous avez, c'est pas un hasard, hein, sur le logement, c'est les consommations liées au chauffage qui sont les plus importantes, mais il y a un point très important, c'est que l'électricité représente des usages croissants hein, dans l'utilisation de l'énergie dans les maisons, parce que tout simplement, on a nos ordinateurs, nos trucs, nos voitures, etc. Ensuite, les deux autres points sont un peu plus des fourre-tout. Hein. Dans la maison, vous avez principalement les éléments d'équipement de la maison, les loisirs, les vêtements. Les vêtements, hein, le fast fashion est un facteur d'émission. Hein, c'est quand même dommage hein, d'acheter des vêtements pour mettre 3 fois la chemise et puis ensuite au rebut, si vous voulez. Bon. Et puis après, sur dépenses publiques, c'est tous les éléments d'émission qui sont liés plus à des activités collectives. Voyez, bon. Mais donc, moi, ce qu'on peut retenir quand même hein, sur notre action sur les émissions, c'est 1, mes transports, 2, ma nourriture, 3, la maison, à la fois pour la chauffer et à la fois pour l'équiper. Voilà un peu, si vous voulez, en ordre de grandeur. Bon, ceci dit, je pense que c'est bien d'avoir ces ordres de grandeur en tête. On ne va pas quand même tous les jours se demander le matin quelle est mon empreinte carbone que j'aurai dans la journée, parce que ça va tourner à l'obsession, mais je pense qu'il faut avoir un peu ces points-là. Voilà, c'était, je crois, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et évidemment, si vous voulez plus loin, je vous recommande la lecture de ce bouquin, Carbone fossile, carbone vivant, que j'ai sorti il y a à peu près un mois en librairie. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai juste une question. Il y a un levier peut-être dont on n'a pas du tout parlé, qui est la démographie, tout simplement. On est quand même trop nombreux. Alors, la démographie et le climat et le vivant, non, c'est pas tabou, moi je vais vous en parler. Hein. Non, mais pas ici. En général, je crois que Oui. c'est une question qui est Alors, assez peu mise sur je vais vous dire, politique. c'est très curieux. Sur la démographie, je peux vous faire la réponse stéréotypée type GIEC. Je vais dire, un Américain émet 15 fois plus qu'un Africain, donc c'est plus un problème de mode de vie que démographique. Les gens de la biodiversité ne disent pas ça du tout. Les gens de la biodiversité, vous savez, aujourd'hui, vous avez un GIEC de la biodiversité qui s'appelle la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. Et les gens de la biodiversité, ils vous disent, parmi les facteurs d'extinction de la biodiversité, ben, il y a la surpêche, il y a les changements d'usage des sols, et puis il y a les espèces invasives. Et quelle est la seule espèce vivante qui a envahi tout le monde? Ben, c'est les hommes. Vous voyez, donc, effectivement, les scientifiques de la biodiversité, eux, ils posent la question de la démographie en termes de capacité d'habitat de la planète et de capacité de régénération de la planète en fonction de la taille des différentes espèces. Et ils nous disent tous, ben, on a passé le nombre de poulets de 4 milliards à 26 milliards, c'est beaucoup trop, et ben, les hommes, il y a aussi beaucoup d'unités d'espèces. Bon. Alors, ce qui n'est pas dit grand-chose, c'est comment évolue la démographie. Nous sommes dans une transition démographique hein, depuis le milieu des années 60. Hein, le rythme, en gros, le taux de natalité diminue. C'est que le nombre d'enfants par femme diminue plus ou moins rapidement suivant les pays. Et l'incertitude aujourd'hui sur les projections démographiques, c'est est-ce qu'on va atteindre une stabilisation de la population mondiale plutôt vers 2050, plutôt vers 2070, et surtout qu'est-ce qui se passe après? Deux remarques. Je ne suis pas démographe, mais j'ai quand même pas mal discuté avec les démographes parce que ça m'intéresse. Bon. Première remarque, c'est que depuis 10 ans, on revoit systématiquement à la baisse les prévisions démographiques. C'est-à-dire que la baisse de natalité est plus forte et plus rapide dans certains pays que ce qu'on anticipait. Le seul endroit où ça ne se joue pas du tout, c'est en Afrique, au sud du Sahara, et dans quelques pays d'Asie du Sud. C'est chaque fois les pays où le développement économique et social est le plus lent. C'est chaque fois les pays où la discrimination, enfin, où l'inégalité des genres est la plus forte. C'est partout les endroits où l'accès aux soins, notamment aux soins primaires, pour les femmes et pour les filles, est le plus faible. Donc, si on veut accélérer le ralentissement de la démographie, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'accélérer le développement à la base. Et le deuxième point qui est quand même assez curieux, qui pose question, c'est l'effet Covid. L'effet Covid pose question parce que quand on a commencé à confiner, tous les démographes avaient en tête le cas d'école qui a été le blackout électrique à New York il y a quelques années, où 9 mois à la fin du blackout, vous avez pic des... 9 mois après le confinement qui a eu lieu, on n'a pas du tout eu de pic, on n'a pas eu du tout de recrudescence de la natalité liée au confinement. Je ne demande pas qu'est-ce qu'ont fait les gens, si vous voulez, mais en tout cas, ils n'ont pas fait plus de bébés. Hein. Et les premiers éléments d'information qu'on a sur la natalité post-Covid, c'est qu'on accélère la baisse de la natalité. C'est particulièrement vrai dans les pays européens, ceux qui ont eu un suivi plus rapide. Hein. Bon. Donc je pense que sur la démographie, de façon totalement indépendante des politiques climatiques ou autres, effectivement, on va aller plus vite que ce qu'on attendait vers un régime de baisse de la démographie mondiale. Bon, les cas de figure les plus incroyables, c'est les pays asiatiques. Les pays asiatiques, c'est absolument invraisemblable. Hein. En Corée, aujourd'hui, on a moins de 1 enfant par femme. La Chine va perdre 40 millions d'habitants d'ici 2050. C'est pas quelques dizaines. Bon. Le Japon, lui, ça a commencé plus tôt. Hein, donc, je pense que c'est vers ça qu'on va. J'étais ravi de ce partage avec vous. Je vous en prie. Je vous en prie.